Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi, nous sommes le 26 avril. Nous reviendrons bien sûr sur la présidentielle, mais surtout sur les prochaines législatives, programmées les 12 et 19 juin prochains. Le 22 mai prochain, la béatification programmée à Eurexpo de Pauline Jaricot. 13 000 fidèles du diocèse, mais aussi en provenance de nombreux pays sont attendus à cette occasion. Que reste-t-il de Pauline Jaricot entre Rhône et Saône? Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Nous reviendrons également sur les chiffres encourageants à Lyon concernant le Covid-19. Attention également des perturbations sur les tramways T3, T7 et Rhône Express cette semaine. La SUL Vaux-en-Velin veut se professionnaliser et se constitue pour cela en SIC, entendez par là Société coopérative d'intérêt collectif. Explication avec Pascal Jacquet, le président de la SUL Vaux, dans cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La présidentielle terminée, Macron réélu, place aux élections législatives pour l'élection des 577 députés qui constituent l'Assemblée nationale. Les candidatures devront être déposées le 20 mai. La campagne officielle démarre le 30. Le scrutin est programmé les dimanches 12 et 19 juin. Il y a 14 circonscriptions, il faut le rappeler, dans le Rhône, dont 4 pour la seule ville de Lyon. Au premier tour de la présidentielle, Macron est arrivé en tête dans toutes les circonscriptions rurales et dans la 4e. À l'inverse, Mélenchon est arrivé en tête au premier tour dans les 3 autres circonscriptions lyonnaises, mais aussi dans la 7e, Bron, Rieux, Vaux-en-Velin, et également dans la 14e à Vénissieux. Le journaliste franco-algérien proche du comité Adama, Taha Bouaf, qui lutte contre les violences policières, serait pressenti par la France Insoumise pour la 14e circonscription. Une circo sur laquelle la maire communiste de Vénissieux, Michel Picard, s'était déjà positionné. C'est actuellement Yves Blin, La République En Marche, qui occupe le siège à l'Assemblée. À tout juste 20 ans, Taha Bouaf avait déjà été candidat en 2017 pour la France Insoumise dans l'Isère. Il avait été battu au premier tour des législatives avec un peu plus de 11% des voix. Le jeune homme avait fait parler de lui en 2018 en étant à l'origine de l'affaire Benalla. Il avait filmé les coups portés par Benalla sur un manifestant en place de la Contrescarpe à Paris. Il travaille actuellement pour le Média, site d'actualité réputé proche de la France Insoumise. Taha Bouaf n'est pas officiellement investi, mais il est en congé sans solde, on le sait, depuis le début de la semaine. La présidente du Modem dans le Rhône, Fouzia Bouzerda, ancienne présidente du Citral, a annoncé qu'elle ne serait pas candidate aux législatives, préférant, dit-elle, se consacrer aux dossiers locaux. Lyon demain, histoire lyonnaise. Placez-vous au pied de la fresque des Lyonnais et regardez en l'air. Certes, vous ne verrez pas la Vierge, mais vous apercevrez certainement la silhouette de Pauline Jaricot, dessinée sur le mur par les artistes de Cité Création. Si elle figure parmi la quarantaine de personnalités retenues pour cette fresque, c'est parce que cette laïque a joué un rôle majeur au 19e siècle. Née en 1799, décédée en 1862, Pauline Jaricot est la fondatrice de l'œuvre catholique de la propagation de la foi et du rosaire vivant. Pour faire simple, elle est à l'origine des œuvres pontificales missionnaires. Elle est en quelque sorte à l'origine du catholicisme social à la lyonnaise. Joséphine Brun, en charge de la communication du diocèse de Lyon. Elle a fait des choix radicaux, elle a voulu être elle-même missionnaire, une femme laïque qui voulait pas dépendre, pas religieuse, donc pas dépendre d'un ordre, pas être obligée d'obéir, mais faire ce qu'elle voulait faire pour rejoindre les gens. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Pauline Jaricot si on veut marcher sur ses traces à Lyon? Alors il reste les lieux où elle a vécu, donc ça tout existe, le lieu où elle est née, dans la rue, on peut se promener dans la presqu'île, on peut aller à Saint-Nizier, là où elle a été touchée par le sermon sur la vanité de l'abbé Wurth, qui l'a complètement retournée, qui lui a fait changer de vie. Elle a quitté ses toilettes, elle s'est habillée comme une ouvrière. On peut aller dans sa maison, on peut visiter la maison où elle a vécu, la maison de Lorette. On peut aller à Fourvière, où elle a prié tous les jours et où elle s'est consacrée à Dieu. On peut aller dans les rues de Lyon, repérer les différents lieux de la vie de Pauline. On peut aussi aller au musée, sur éventuellement le musée des tissus, pour se renseigner sur comment vivaient l'industrie textile à Lyon, qui a quand même marqué sa famille de manière extrêmement importante, quoi. On peut dire qu'elle a façonné Fourvière? Ah bah oui, sa famille a même modelé la colline en achetant les terrains, en rendant cette couronne verte autour de la basilique de Fourvière et en redistribuant en fait les terrains aux congrégations religieuses
religieuses qui revenaient s'installer en France, donc à Lyon. Et du coup, encore aujourd'hui, finalement, l'urbanisme de cette colline est dû à la famille Jaricot, ses parents d'abord, puis elle, et aussi ses frères et sœurs. Pauline Jaricot est inhumée dans le caveau familial au cimetière de Loyasse avant que sa dépouille ne soit transférée en 1922 dans l'église Saint-Nizier. Quant à son cœur, il se trouve dans l'église Saint-Polycarpe. Le 22 mai prochain, sa béatification est programmée à Eurexpo. 13 000 fidèles du diocèse, mais aussi en provenance de nombreux pays, sont attendus à cette occasion. Les chiffres encourageants à Lyon concernant le Covid-19. Le nombre de cas reste encore très élevé, mais largement inférieur à ceux enregistrés il y a quelques semaines. 30% de cas en moins en une semaine. Dans le département du Rhône, le taux d'incidence est de 857 pour 100 000. Attention, le Rhône Express et les tramways T3 et T7 ne circulent pas en soirée cette semaine en cause des travaux d'entretien sur les systèmes d'aiguillage et des opérations d'élagage et de signalisation réalisées le long des infrastructures. Pour T3, des bus relais circulent en deux parties, de Pardieu-Villette à Vaux-en-Velin-la-Soie, puis de Vaux-en-Velin-la-Soie à Mézieux-les-Panettes. Ils desservent tous les arrêts de la ligne T3 avec une fréquence de 15 minutes. La ligne Rhône Express, elle aussi, est coupée à partir de 21h30 jusqu'à jeudi soir. Des cars assurent un service de substitution en rotation entre les stations Pardieu-Villette, Vaux-en-Velin-la-Soie et Saint-Exupéry de 21h30 à minuit. Pour assurer la desserte de Mézieux, des taxis seront mis à disposition des voyageurs uniquement sur réservation. Un numéro de téléphone pour cela, le 04 72 69 02 87. Lyon demain, média agitateur d'idées. C'est un des clubs historiques de la région lyonnaise, un club né en 1945, juste après la guerre, et donc 5 ans avant l'Olympique lyonnais. Ce club, c'est l'ASUL, section Hand, créée à Lyon. Cette section Hand allait s'installer de l'autre côté du canal à Vaux-en-Velin en 1989. Son parquet, c'est le Palais des Sports Jean Kapiewicz, championne de France en 73. Les Vaudaises ont bien l'intention d'être un club qui compte au niveau national désormais. Cela passe nécessairement par une professionnalisation, et c'est pour cette raison qu'une SIC est créée. Entendez par là une société coopérative d'intérêt collectif. Objectif, trouver de nouveaux leviers de richesse, moins dépendre de l'aide publique, tout en restant un acteur du territoire. Nous avons rencontré Pascal Jacquet, le président de la Sulvo. Changement de mode de gouvernance, changement dans le sens que la professionnalisation est beaucoup plus élevée dans le terme d'avoir plus de salariés, d'avoir plus de structures de travail, et que toute la partie sportive, marketing, gestion sportive des professionnels va passer sous le chapeau de la société. L'objectif, c'est aussi de trouver de nouveaux financements ? Alors l'objectif, c'est bien sûr de trouver des nouvelles ouvertures et d'avoir un réseau beaucoup plus élargi. Aujourd'hui, le sport féminin a besoin de visibilité, il a besoin de nouveaux modèles. Le handball féminin est très performant dans sa structuration sociale et dans sa structuration sportive, et il manque d'un modèle, et on a un peu la prétention de vouloir amener quelque chose de nouveau. Au-delà de professionnaliser le club, il s'agit aussi de le rendre en quelque sorte utile, entre guillemets, dans la société, de s'investir dans la société. Alors c'est un peu l'ADN du club de la Sulvo Vaux-en-Velin, c'est-à-dire que en fait nous on était déjà utile, on était déjà dans un travail à très long terme sur l'éducation, sur l'insertion, on faisait déjà beaucoup d'actions, et en fait on a trouvé que ce statut de société représentait ce qu'on faisait déjà, et il va représenter notre identité, ce qu'on sait faire, mais avec plus de moyens, avec la faculté d'intégrer plus de compétences pour faire encore mieux, faire encore plus et profiter encore plus au territoire. Ça veut dire que vous allez proposer des prestations, des choses comme ça ? Alors on propose des prestations pour les entreprises, on propose des prestations en management, en formation, on est organisme de formation, et puis on propose aussi des prestations de développement, d'éducation et d'insertion, des parcours dans lesquels on peut mettre les jeunes filles et les faire profiter d'un ensemble d'apports sur le savoir-être, sur l'accès au travail, sur la recherche d'emploi, on a beaucoup d'actions d'accompagnement. Et le hand, c'est un sport justement qui se prête à ça ? Je crois que c'est le sport collectif par essence. C'est-à-dire au handball, il faut être très proche les uns des autres et il faut jouer pour les uns et pour les autres, sinon on ne survit pas. Donc en fait, c'est vraiment un sport totalement collectif qui représente ça. Les valeurs du handball, c'est aussi quelque chose d'éducatif. Le handball, c'est une culture qui est scolaire, c'est une culture d'enseignants, c'est une culture de gens qui travaillent pour la réussite des autres. Donc en fait, ça nous représente totalement. C'est quelque chose qui est en lien avec l'idéal du handball. Et quand vous allez dans les entreprises, vous leur proposez quoi concrètement ? Alors on propose, par exemple, dernièrement, je vous donne 2 cas. On a proposé de la préparation
fondamental pour les commerciaux. Donc ça, c'est des séquences de formation, d'accompagnement qu'on propose. On a proposé des événements sur la puissance coopérative dans le sport et adaptés aux managers des entreprises. Et puis, on propose des petites séquences de formation, par exemple, sur comment on fait pour construire une séance d'accompagnement individuel quand on a une personne en difficulté dans son équipe. Donc, vous voyez, c'est des choses, ça peut être très large, mais finalement, nos offres trouvent preneur et donc on est assez optimiste aussi là-dessus. Ça représente quelle part de votre budget ? Alors aujourd'hui, c'est une part qui est à peu près de 20% du budget, le côté partenariat et intervention. On veut que ça monte à plus de 50% dans les 2 ans. Et l'objectif, c'est quand même de trouver des sponsors classiques ? Aussi, mais dans un format finalement qui est un peu différent, c'est-à-dire que du coup, nos partenaires, on souhaite qu'ils s'impliquent vraiment avec nous dans le réseau. On cherche aussi des partenaires sociétaires, on cherche des partenaires qui viennent travailler sur la formation de leurs équipiers, qui travaillent avec nous, avec les autres partenaires, avec nos clubs partenaires aussi, avec les gens qui travaillent autour de nous. En fait, c'est un véritable réseau surpuissant qu'on veut créer. Pascal Jacquet, le président de la Sulvo. Le club doit au moins doubler son budget actuel de 450 000 € pour espérer rejoindre l'élite. Un objectif à moyen terme. Pour l'instant, l'idée est plutôt de se maintenir et de se renforcer. Pour cette saison, l'équipe féminine de hand a quasiment assuré son maintien en D2 à 5 journées de la fin. Elle peut même viser le top 6, synonyme de qualification pour les playoffs d'ici la fin de la saison. Une performance exceptionnelle. La majorité de l'effectif actuel n'est pas professionnel, ce qui veut dire concrètement que les joueuses étudient ou travaillent en parallèle de leur activité de joueuse. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes sur Pluriel Arménie, Salam et bien sûr Lyon demain. En attendant, passez une excellente journée.